résultats des courses du bilan lecture d'octobre. Alors, pour résumer, pour ceux qui s'en foutent et qui vont passer sur la vidéo, 2 moyens, un excellent coup de cœur, 2 très bons, mais un avec un bémol. Oui, oh bah, vous savez bien que... Voilà. Et un recueil que j'ai lu, mais qu'il faut que je relise. Et qui n'était pas prévu. Alors. Ah, je tease bien maintenant, vous avez vu. Alors, on va commencer par ordre de lecture, vous le savez. Alors, ne vous inquiétez pas, et je le dis tout de suite, j'aurai le même t-shirt dans une autre vidéo qui viendra début novembre. Because j'en profite de tourner parce que j'ai envie. Voilà. Et je vous ai dit, maintenant, j'optimise mes enregistrements. Donc, voilà, ça sera une vidéo qui n'était pas prévue, dont l'idée m'a été donnée par quelqu'un et qui m'a posé en plus une question qui devait rentrer dans la FAQ que j'avais oubliée. Ménopause, brain fog, vous êtes au courant. Je vous renvoie à mon podcast qui est sorti dimanche dernier sur la ménopause. Vous comprendrez. Alors, on va commencer tout de suite par les bouquins. Évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, on est bien d'accord. Alors, oui, lumière pourrie, machin, enfin bon, bref, on a l'habitude. Vous savez, ça va être compliqué, je le sens. Aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, premier livre lu, c'est un livre que j'ai reçu, il y aura sûrement noté machin commercial là-haut, si j'y pense. Ça me gave, mais j'essayerai d'y penser. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse par Les Eaux Troubles, donc ça s'appelle Styx de Philippe de Paris. Alors, c'est un livre, je dois vous, tout de suite, il faut que je prévienne, c'est un roman très noir, assez violent et très cru, et cru dans tous les sens du terme. Donc je préviens à l'avance, âme sensible, calmez-vous. Voilà, ou alors éloignez-vous si vous voulez. L'auteur est un flic, donc il sait de quoi il parle, et en gros, quand on lit, on se dit bien qu'il a dû voir ça, et qu'il a dû entendre parler de ça, et il a dû vérifier ses sources, on est bien d'accord. La société étant ce qu'elle est actuellement, est de plus en plus violente, ça n'étonne personne, hein, voilà. Mais je vous le dis, voilà, c'est violent, c'est cru, mais ça a un but pour l'auteur, on est bien d'accord, même si... bon, je vais expliquer. Alors, nous sommes avec un flic, en fait. Comment expliquer ça, d'abord, au début on va expliquer ça... ouais, bon, on va expliquer comme ça. Eric, en fait, est un flic et un homme lambda. Voilà, c'est un bon garçon, honnête, travailleur, c'est un flic qui veut s'investir dans son boulot de flic, qui a un mec sans histoire, voilà, mec sans histoire. Et en fait, il a un mentor, quelqu'un qui l'admire plus que tout, qui s'appelle Alain, qui est un flic, qui a un îlotier, et qui, en fait, il l'admire tellement qu'en fait il aimerait travailler avec lui. Et ce mec travaille avec 2 autres flics, donc un homme et une femme, une certaine Myriam, qui est plus attirée par les filles que par les garçons. Ça c'est une anecdote, mais vous comprendrez pourquoi après. Enfin, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi, il vaut mieux le spécifier. Et qui, en fait, a une vie sympa. Il a rencontré une fille, il fait sa vie avec, ils ont eu un enfant, tout cool, tout cool. Jusqu'à ce que, en fait, un jour, Alain se suicide dans les locaux de la police et que, outre le choc auprès de ses collègues, on est bien d'accord, et de Eric, dont c'était le mentor, Eric va se retrouver avec un carnet où il y a des données et où textuellement, Alain lui demande de prendre le relais. Et le relais n'est autre que le trafic de drogue dans le quartier où ils officient, en tant que flics, on va dire en collaboration avec le dealer du coin, voilà, le caïd du coin, voilà, qui s'appelle Hassan. Et donc Eric au début est un peu, voilà, il se demande si c'est vraiment bien ça, donc il commence à se renseigner. Il avait quand même des doutes parce qu'il voyait souvent ses collègues, les 3, partir ensemble, faire des trucs ensemble, alors que lui, il faisait quand même partie de l'équipe.
il y avait quand même quelque chose, mais bon, il se dit. Et au début, en fait, il le prend comme une mission, on va dire, de son mentor. Alors ça le choque en tant que flic, mais voilà, il se dit, bon, on va voir comment on peut gérer ça. Et en fait, petit à petit, il va dégringoler dans l'argent facile, les pressions faciles, les filles faciles, payées par Hassan. Alors au début c'est juste pour s'amuser, après ça devient une addiction, puisqu'en plus il commence à apprendre au début de barrettes de shit, et après il va à la drogue dure. Et en fait on sait rien, ce que vous venez de voir, c'est Hux qui vient de sauter sur la table. Bougez pas, je le viens. Chouchou ne monte pas sur la table, sauf quand j'enregistre. Sauf l'été quand il a chaud. Mais là, il a pas chaud, hein. Mais bon, bref. Interlude de chouchou, comme d'habitude. Alors, ah bah, il veut pas se montrer, mais il fait chier tout le monde. Donc, voilà, on en est là. Et il va vraiment prendre le trafic à son compte. Et là, il va se croire tout permis. Il est flic. Il a un trafic de drogue qui marche bien, il gagne de plus en plus sa vie. Simplement le problème c'est que comme il se drogue, comme il sort de plus en plus tard, comme il découche, madame en a ras-le-bol et elle se casse. Ses collègues commencent à douter de lui. Et il va accumuler les mauvaises décisions, mais vraiment. Et il va se retrouver dans un espèce d'engrenage de violence. En gros, c'est un mec, il menace, il baise, il tue, il se drogue, et en plus il trouve ça tout à fait logique. On y va. Alors, je vous le dis tout de suite, les scènes de torture ou de violence sont particulièrement bien décrites, comme les scènes de cul. Et alors, quand on vous dit qu'il paye les filles et qu'il s'en sert comme de la viande hors de prix, soit voilà, mais qu'il s'en sert un peu comme de la viande, je peux vous assurer qu'il y a des scènes, je suis sûre qu'il y a des personnes, alors des filles comme d'autres hein, peut-être, qui trouveront ça particulièrement avilissant, voire outrageant. Alors moi, perso, voilà, c'est pas ce genre de truc qui peut me choquer, mais c'est vrai que je le dis parce que il y a deux scènes notamment qui sont quand même particulièrement violemment crues, on va dire. Voilà. Et en fait, ce mec, en fait, il se croit tout permis parce qu'il a une arme et une bite. Ah mais je dis le mot comme il est parce qu'en fait, c'est les mots à peu près qui sont employés. Alors, le seul truc, c'est que, et je sais que le but, parce qu'en lisant, on comprend le but, c'est de dénoncer la pression hiérarchique sur les policiers, sur les chiffres, sur la violence qui chope au quotidien, et le fait que, quelquefois, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils trouvent plus retort en face quand même, parce que le Hassan, il est quand même retort hein, de lui offrir 2 petites pilules, une fille facile, parce qu'il a des problèmes avec madame. Vous voyez, ils connaissent le truc. Alors, quelqu'un qui a les épaules, oui, mais lui, on sent que c'est un gentil garçon à la base, il est pas méchant, donc le problème, c'est que la bascule qu'il fait entre le mec décent, gentil, honnête, sympa, et l'espèce de gros enfoiré qu'il devient, font qu'il y a deux camps. Alors, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui l'avait lu, la personne m'a dit, mais j'ai eu beaucoup d'empathie pour Eric, le pauvre, machin. Moi, j'avais juste envie de lui foutre 2 claques dans la gueule. Ah ben, vu mon caractère, 2 claques dans la gueule et de lui faire violemment aussi mal que ce qu'il faisait aux personnes, alors que ça soit en torture ou en sexe. Voilà. Franchement, j'ai eu aucune empathie pour le personnage. Je sais ce que l'auteur a voulu faire passer, c'est clairement expliqué aussi ce côté sur la corde raide et que la société est de plus en plus violente, on le sait, hein, on n'est pas idiot, on n'a qu'à écouter la télévision, la radio, on voit, voilà. Mais franchement, voilà, il y a des moments où c'est... vous pouvez, si vous êtes sensible, avoir le cœur au bord des lèvres, voire carrément l'abandonner en vous disant « wow ». Voilà. Mais je pense que tout ce qui est décrit dedans est au moins à 90% vrai sur tous les personnages, c'est-à-dire tous les personnages policiers ou les autres, y compris les partenaires de ces policiers, femmes ou hommes,
qui ont affaire à une bombe à retardement face à eux le soir, parce qu'à force de voir des meurtres ou de voir des gens malheureux, parce qu'il n'y a pas que, vous voyez pas forcément tout le temps des meurtres en tant que policier, mais si vous êtes dans un commissariat, la détresse des gens qui viennent porter plainte pour tout, et pas n'importe quoi, mais qui viennent exposer quelqu'un qui va se faire voler le sac, à quelqu'un qui s'est fait tabasser chez lui par son mari, sa femme, etc. Par une mère qui vient de dénoncer des abus sur ses enfants. Enfin, vous imaginez ce qu'ils prennent au quotidien. Donc c'est vrai que ça dénonce ce genre de choses. Mais le personnage en lui-même c'est une enflure. Voilà. Et moi, perso, je l'aurais pas épargné. Hein. Ah bah lui, il en aurait pris. Hein. Je vous dis qu'il fallait pas que je le croise, la bête, à la fin. Voilà. Mais je préviens tout de suite. Deuxième livre, et donc là, je vais remercier mon amie Justine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il m'a d'ailleurs fait trop rire sur sa carte, qui m'a dit « J'espère que celui-là, tu l'as pas lu. » Quand je lui dis « Je l'ai pas lu », elle m'a dit « Oh bah dis donc, j'ai eu de la chance. » Bon. Parce que ça fera partie des livres que je retiendrai cette année. Alors, il sera pas forcément dans le top 10, mais je pense qu'il est à part. Alors, ça s'appelle Tropique de la violence de Natacha Apana. C'est en fait un livre, c'est un cours, hein. Voilà, mais alors dedans vous avez toutes les émotions. Alors on est avec Marie, qui est une infirmière métropolitaine qui se rend à Mayotte, enfin qui arrive à Mayotte, vivre à Mayotte par amour, à rencontrer quelqu'un, elle tombe amoureuse, elle arrive. C'est un couple qui a l'air de bien marcher, leur désir commun d'avoir un enfant est là. Le problème c'est que les années passent et Marie elle n'a pas d'enfant. Et elle va apprendre un jour que son mari a une maîtresse à qui il a fait un gosse. Sympa le mec. Voilà. Donc il se casse avec l'autre, hein, bien sûr, évidemment, et il va fonder une famille. Ah bah oui, tant qu'à faire, oui, laisse l'autre. Et Marie, en fait, pourrait être complètement désespérée parce qu'en fait, outre le fait qu'il l'a trahi et qu'elle se retrouve à pas avoir d'enfant, pour elle, c'est la fin de sa vie. Elle va recevoir dans l'hôpital dans lequel elle travaille une jeune comorienne qui arrive avec son bébé, mais vraiment un nourrisson, du petit bébé. Et qui va l'abandonner assez rapidement, qui va partir, qui va le laisser, parce qu'en fait ce gamin a alors à chaque fois, vous savez, moi, crassi. Enfin bon, bref, il a les yeux verrons. Vous savez, moi, je le connais le mot, il est là. Brain Frog. Voilà, je l'ai dans la tête, ça va arriver. Et je vais l'arriver à la fin. Ah, c'est celui-là que je cherche. C'est difficile, j'en peux plus. Bref, il a les yeux verrons. Et en fait, dans sa culture, cette différence fait que ça porte... c'est la marque du diable. Ça porte le mauvais œil, si vous voulez. Et donc, Marie, elle est désemparée, mais elle a ce petit être qui a rien demandé à personne, qui est en bonne santé, et donc elle va l'adopter. Et elle va l'élever, ce petit gars, comme un roi, en fait, parce que c'est Moïse, il s'appelle. C'est Moïse sauvé des eaux, hein, en gros. Alors, elle s'appelle Marie, Moïse, vous voyez. Bon, vraiment. Et elle le porte littéralement pendant des années jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, évidemment, il nous fait sa crise d'ado. Mais il fait sa crise d'identité parce qu'elle est blanche, il n'y a pas de papa. Et donc lui, il est noir. Donc il se demande bien pourquoi, il pose la question. Et Marie essaye de lui répondre. En fait, il ne comprend pas, il se rebelle contre elle. Et elle n'arrive pas à le maîtriser. Et quand elle arrive à trouver une solution en se disant « Ah, peut-être ça, je pourrais lui amener comme ça », en fait, Marie meurt. Elle fait un AVC, elle meurt. Et Moïse, autant effrayé que désemparé, il s'en va. Et le roman, en fait, commence au moment où Marie est morte. Et en fait, Natacha Apana, alterne les points de vue des personnages. Alors, Marie, qui est dans l'au-delà, mais qui parle d'où elle est. Moïse, qui est en prison, donc on va savoir pourquoi. Bruce, qui est le caïd du coin, le petit con du coin, qui lui aussi parle de un peu aussi pieds sous terre, et donc d'autres personnages. Et au fil des
des pages et des explications des personnages, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, et la violence rentrée, le racisme qu'il y a sur cette île de Mayotte, qui reçoit des immigrés par vagues parce que c'est un territoire français, à part évidemment mes Français, qui a les lois de la République française, et donc forcément si vous accouchez sur ce territoire, votre enfant à naître, enfin est né et à naître est français, il y a le droit du sol, mais on sent que avec cette position qu'a Mayotte et avec la proximité d'autres pays, etc., il y a quand même ce racisme latent des Mahorais, et tous ces gens-là cohabitent, mais ne se croisent pas ou très peu. Ça m'a fait beaucoup penser à certains endroits, il y a 2-3 décennies à Marseille, où on cohabitait tous avec grand P, chacun faisait ce qu'il voulait, mais on avait nos quartiers. D'ailleurs, c'est un peu resté, il y a des quartiers qui sont plus ça, mais c'est moins, on va dire, c'est moins communautaire. Voilà. Et ce livre-là est à la fois l'ombre et la lumière, parce que d'un côté, vous avez l'amour, la beauté des lieux, la douceur, ce côté de vouloir faire au mieux, et de l'autre côté vous avez la violence, la noirceur et cette revanche et cette hargne en fait de ceux qui n'ont rien par rapport à ceux qui ont, puisqu'en fait Bruce déteste Moïse dès le début. Alors il le déteste tout en le trouvant attirant, c'est ce qui le déstabilise encore plus, parce que c'est un noir. Et il lui dit, tu as un noir qui vit comme un riche blanc. Voilà, donc il y a ce côté ambivalent tout le temps. Et alors, en très peu de mots, alors moi à la fin, ça m'a cloué sur place, mais en très peu de mots, vous avez toute la violence et la douceur de ces communautés, de ce mélange, de ces vies brisées. Et moi, j'ai eu l'image, en fait, à la fin vous savez, des vagues qui se brisent sur les rochers, qui éclatent, et qui au début ont l'air sympathiques jusqu'à ce qu'elles se cassent sur les rochers, et que c'est inlassable, c'est-à-dire que ce truc-là revient inlassablement, et c'est très compliqué. C'est vraiment un très beau texte, très belle plume. C'est sûr que je lirai d'autres textes de Natacha Apana, parce que c'est vraiment une écriture qui a une très belle écriture, et il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Vraiment, j'ai été happée. Voilà. Et donc, je l'ai lu... j'étais en formation, je l'ai lu à la pause déjeuner. On avait 1 heure. Je l'ai lu un peu le matin dans le bus et je l'ai vraiment bouffé. Voilà. Autre livre. Deuxième service de presse par les eaux troubles. Donc, c'est Bon baiser d'Odessa. Alors, c'est, comme vous le voyez, le numéro 7 du réseau Ambassador de Mark Zellweger. Alors... je vous le dis tout de suite, si ça vous intéresse, il faut lire les autres, sinon vous allez être noyé. Ah bah je vous le dis, moi je les avais lus, mais voilà, alors ça fait un moment que j'en ai lu, donc il y en a certains, je me dis, oh c'est qui lui? Voilà, alors ça fait suite à Cyber Games, qui détaillait certaines choses, qui faisait arriver le Sword. Donc le Sword c'est une armée privée, où certains de ces membres en fait sont de toutes nationalités différentes, ils s'appellent les Faucons, et dans la précédente truc, ils finissaient à Odessa en Ukraine, et donc certains revenaient en Suisse, parce que c'est une armée privée suisse, certains repartaient dans des camps d'entraînement, notamment par exemple des SAS en Écosse, etc., et d'autres restaient sur place. Donc en fait on les reprend au moment où certains ont fait leur vie entre-temps, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ou ils sont restés là à Odessa, tranquillo, parce que c'est quand même une très jolie ville, au bord de la mer Noire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il me semble qu'elle est d'ailleurs jumelée à Marseille, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, on arrive là, voilà. Et en fait, c'est à quelques jours de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, chose qui existe, hein, comme quoi... Hein. Et cette armée privée se retrouve face à un dilemme. C'est soit
enfin, certains membres de restent pour se battre aux côtés des Ukrainiens, ou éventuellement vont peut-être servir comme monnaie d'échange difficile, soit, enfin, ou alors ils sont rapatriés, d'ailleurs ils préfèrent être rapatriés, enfin, le chef préfère les rapatrier parce qu'en fait c'est une armée privée qui va se retrouver face à un ennemi qui n'est pas le sien, puisque c'est la Suisse étant neutre, hein, et donc forcément ça ne peut qu'attiser en fait les magouilles, ou ce côté, vous savez, un chantage. Je te chope le truc, ah tiens, il est suisse lui, ou alors il est anglais, ou il y a des français dedans. Et donc ça peut porter un coup parce que ça peut être mal interprété. Et on peut imaginer que ces personnes sont des espions ou de l'armée d'un pays, de l'OTAN, et qui pourraient éventuellement servir de prétexte à dire « Ah, à notre grand chef à plume de l'autre côté, à dire « Ah, vous voyez, déjà qu'en ce moment, il nous fait des coups de pute. » Alors, bref. Et ça, c'est le truc de départ. Alors, honnêtement, c'est un truc qui m'a bien plu. Mais je l'ai trouvé bien en deçà des autres. J'ai vraiment pas trouvé ça... J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a des moments qui sont très détaillés et qui sont pas particulièrement primordiaux. Et alors, il y a des dialogues qui, pour moi, sont pas crédibles. Voilà, alors je vous le dis, hein, Marie-Zell Weger a l'habitude de mettre la liste de tous les personnages, fictifs ou non fictifs, vous voyez la liste des personnages. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous ne commencez pas dès le début, vous allez être plombé. Il y a effectivement, il y a des dialogues qui me semblaient pas du tout crédibles dans ce contexte-là. Surtout avec des gens qui sont rompus à l'art de la guérilla, de la guerre, des actions, des OP, etc. Ça me semblait un peu pas... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Contrairement aux autres. Donc je dois avouer que c'est pas une déception parce que j'ai lu et que ça m'a... Voilà, c'est un bon petit truc. Hein, c'était agréable à lire parce que bon, Marie-Zell Weger, c'est un mec qui a travaillé... vraiment, enfin, qui connaît très bien le monde des services secrets, etc. Donc il sait de quoi il parle, il n'est pas idiot. Il en a fait d'autres qui sont quand même bien dans cette veine-là. Mais là, voilà, je n'aurais pas eu lu le 7, ça ne m'aurait pas gêné. Voilà, après, effectivement, c'est assez d'actualité, mais voilà, pour moi, il y a beaucoup trop de longueur et de choses qui ne sont pas crédibles dans les dialogues pour que ça ait pu véritablement me plaire. Autre livre que j'ai lu, et attention, alors celui-là, il va rentrer directement dans le top 3 du top 10 de l'année. Ah bah ça, si c'est pas le 1, il n'aura pas de chance. Sérieusement. Alors, pour la petite histoire, j'ai discuté avec 3 personnes en off d'un club de lecture et 2 sur Insta qui, en fait, l'ont lu. Alors, il y en a une qui était d'accord avec moi, pas à mon niveau, mais qui était d'accord avec moi. Les 2 autres m'ont pointé des choses que moi j'y avais vues, mais qui pour moi étaient très explicables, mais qui pour elles étaient préjudiciables. Voilà, mais pour moi c'est un très gros coup de cœur. C'est Le Juif rouge de Stéphane Gutsty. Franchement, c'est un bouquin que j'ai littéralement dévoré. Qui est... on pourrait l'expliquer par un genre de grandeur et décadence. Alors, on est en présence d'Aaron, qui est un Roumain, qui est né en 1884, qui est juif, mais qui n'est pas citoyen à part entière de son pays. Il faut savoir qu'à l'époque, la Roumanie et d'autres pays donnaient une nationalité, mais vous étiez avant juif, avant d'être roumain, par exemple. Et donc, pour eux, c'était... voilà, vous pouviez aller faire la guerre pour la Roumanie, mais en gros, vous en faisiez pas partie. Vous voyez le concept? Assez bancal, mais c'était le concept de pas mal de monde, donc de la fin du 19e. Et c'est un homme qui n'a jamais
véritablement posé de soucis et qui s'est jamais vraiment interrogé sur le fait qu'il était juif. Il le sait. En plus, c'est un géant roux, alors que tout le monde n'est pas du tout comme ça chez lui, on me dit. Il fait 2,20 m, presque 1,22 m, enfin, c'est un grand truc, quoi. Et c'est un mec lambda, gentil garçon, assez calme, il n'a pas de soucis majeurs. Jusqu'au jour où il est d'ailleurs amoureux d'une jeune femme. C'est un peu l'amour libre, mais bon, lui, il s'aime beaucoup. Jusqu'au jour où il va rentrer dans la Première Guerre mondiale comme son pays, qui va se battre, et qui va en fait être amené à être en première ligne avec un de ses camarades, ils vont se planquer dans les tranchées, ils vont être arrêtés, et à ce moment-là, il y a un élément déclencheur de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire que sur un mauvais geste, il tue son camarade. Et il y a une légende qui parle d'un juif rouge, d'un être éternel qui serait là pour guider le peuple juif dans sa traversée et qui porterait sur ses épaules tous les malheurs de son peuple. C'est ce qui va arriver à Aaron. Aaron, il n'avait rien demandé du tout, mais il va se retrouver piégé dans ce truc-là. Et en fait, on va le voir parcourir tous les événements qui se passent entre la Première Guerre mondiale et les suivantes, c'est-à-dire les pogroms, les exactions, l'antisémitisme primaire, l'antisémitisme majeur, volontaire ou pas, et évidemment, bien sûr, tout ce qui va se passer avec l'Allemagne nazie, etc. Et nous, on se retrouve avec... En fait, on est dans les pas d'Aaron qui poursuit sa vie, parce que lui, il est immortel, hein, on rappelle, qui, quand il va revenir en Roumanie, apprend que la femme qu'il aime est morte, mais il va retrouver une autre compagne quelques temps plus tard, parce qu'en fait, étant immortel, il vit sa vie d'homme, hein, il se gêne pas. Mais il traverse ça au début avec un espèce de recul un peu en disant oui, bon, ça va, ça se renouvelle depuis 2000 ans, allez pas nous énerver. D'ailleurs, à un moment donné, il se questionne même si il n'y avait pas des juifs sous les dinosaures pour être emmerdés aussi. Voilà, donc il y a ce côté cheminement, mais en fait, ça donne au lecteur la possibilité de se positionner sur ce qui arrive petit à petit. Et évidemment, il y a des moments où il se confronte à cet être qu'il a créé, puisque dans la légende, il y a quelqu'un qui le crée, où il a toujours l'impression de l'avoir derrière, et il va prendre la mission à bras-le-corps. C'est-à-dire que petit à petit, il s'aperçoit de sa mission, et il va s'entourer de gens qui ne sont pas forcément juifs, mais de gens qui vont passer une partie de leur vie à ses côtés. Et il sait qu'il va les perdre, il sait qu'il va arriver à un moment donné où il va être obligé de se séparer, parce que lui, il meurt pas. Mais sa mission va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur, et notamment dans tout ce qui va se passer, évidemment, dans le début du XXe siècle, avec toutes les ramifications. Alors, il y a beaucoup d'allers-retours, de choses qui s'expliquent plus avant, dans la Roumanie, quand il repart, quand il revient, il traverse l'Europe. Voilà, il se retrouve des fois dans des situations qui le mettent en danger. Alors au début, il a un petit peu peur, mais comme il sait qu'il est immortel, en gros, il risque la vie de ses camarades. Mais alors même s'il les adore, mais voilà, mais lui, il sait qu'il peut traverser ce genre de choses. Alors il va assister à peu près toutes les horreurs qui se sont passées liées à l'antisémitisme du XXe siècle, en gros. Voilà. Et c'est un livre qui, moi, m'a véritablement happé. Je vous dis, je l'ai dévoré parce qu'il y a ce côté quête de ce géant qui est un colosse, mais comme on dit, au pied d'argile, qui n'a aucune once de méchanceté, mais qui va se retrouver face à des hordes
de gens qui lui en veulent, lui, mais à tout le monde, et à son peuple, à lui, mais qui tue par ricochet d'autres personnes. C'est vraiment un livre qui peut amener, je pense, la discussion aussi sur la haine et la peur de l'autre et de ne pas savoir qui est l'autre et de lui attribuer des choses euh, entre guillemets par héritage parce on a dit que c'était ça et pas aller se renseigner. Et l'ignorance, et on l'apprend, l'ignorance et la peur peut bousculer des pays entiers, des populations entières. C'est vraiment un livre enfin, en tous les cas, qui moi m'a pris aux tripes et qui m'a pas lâché du tout. Et alors, les passages, effectivement, qui sont dénoncés par les autres personnes avec qui j'ai parlé, qui étaient un peu longs, ou certains passages dans les camps, etc. Moi, je les ai... pour moi, c'était justifiable d'avoir ces ellipses quelquefois, ou ces détails un peu trop. Alors, peut-être parce que moi, j'ai touché, ceux qui ont écouté un jour mon podcast sur ma relation à l'histoire le savent, j'ai touché les salopards, en fait, du doigt, bien en face quand même. J'ai vu, de mes yeux vus, hein, pas en photo, hein, je suis allée sur les lieux de certains endroits et j'ai vu des photos qui sont indubitablement impossibles à contester, notamment quand la personne vous explique que c'est lui qui a pris les photos et qu'il a encore les négatifs, et qui vous montre les négatifs. Voilà, donc c'est des choses qui, peut-être que moi qui suis, entre guillemets, habituée, même si j'aime pas ce terme-là, mais peut-être que moi qui suis plus alertée, qui a vu et entendu et qui est allé toucher, ça me semble être plus facile quand il y a ce genre d'ellipse ou pas d'oubli, mais de légèreté sur certaines choses, parce que je pense que c'est tellement rabâché, c'est tellement évident que même lui arrive à trouver une certaine banalité dans le mal à un moment donné. Voilà, il y a tellement de choses qu'il a vues dans sa vie que même ces horreurs de camp ne le choquent même plus. Il trouve ça pas banal, mais il trouve ça évident. Voilà, il trouve ça certaine normalité dans tout ce qu'il a vu, ce qui s'est passé. Franchement, c'est un très très beau roman. Je dois avouer que c'est à la fois poétique, à la fois très romanesque aussi, mais très dur. Par contre, c'est une plume hyper facile à lire, très très simple. Enfin, simple. C'est pas simple, c'est pas sujet, verbe, complément, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de transcende, enfin, il n'y a pas de phrase alambiquée avec 50 mots, vous allez dans le dictionnaire. Mais franchement, c'est un bonheur de lecture. C'est un livre, franchement, je vous le recommande. Le Juif rouge de Stéphane Gusti. Je ne le vois nulle part. Alors, je ne le vois pas dans les prix littéraires. Alors, je dois être la seule débile hein, qui l'aurait donné un prix. Par contre, il y a La barque de Massao de Anton Choplin qui est dans un des prix, qui est dans la deuxième ou troisième tour. Moi, je suis trop contente. S'il gagne un prix, je suis en mode ah, like, tout vite. Hein. Oh, c'est mon Choplin à moi. Voilà, mais franchement, moi, je lui aurais donné un prix. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va lui filer un truc, mais bon, pour l'instant, voilà. Mais c'est assez épique. Hein. Attention, Aaron est un diable d'homme. Hein. Il est. Ah, il est picaresque, hein, le garçon. Voilà. Donc, franchement, attendez-vous à quelqu'un de. Waouh! Voilà. Il est aussi flamboyant que sa chevelure, mais c'est un très très beau livre. Très 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 beau livre. Voilà. Coup de cœur de l'année, fin du mois. Mais à mon avis, il va atterrir dans les grands premiers, lui. Autre livre que j'ai lu. Alors. C'est un livre. Il faut que je le. Attendez, je bois un coup. Parce que. Chouchou, il m'a énervé tout à l'heure. Bon, je vais en parler tout de suite, je vais expliquer. Ça s'appelle Le Pays Blanc de Marjorie Tixier. Alors,
C'est un livre qui est en 2, voire 3 temporalités. Déjà en 1926 et de nos jours. 3, vous comprendrez pourquoi. On est entre la Pologne et la France. En fait, le livre s'ouvre sur Thomas, qui est un jeune homme, peintre, artiste peintre, qui a une vie somme toute lambda, mais qui se pose des questions sur sa famille, notamment la famille de maternelle, qui a des ramifications en Pologne, mais qui ne veut pas en parler. C'est un secret, c'est un non-dit, c'est sous le tapis. Depuis l'arrière-grand-mère, on sait, mais on ne sait pas, voilà. Et un jour, il décide de partir en Pologne, parce que vraiment, il faut qu'il sache, il y a quelque chose qui le turlupine, et donc il débarque en Pologne, sur les traces de cette fameuse ancêtre. Et nous, on va rebasculer en 1926 en Pologne, avec Brony et Elena, qui sont des jumelles, qui sont véritablement hyper complémentaires, qui vivent à leurs parents. Brony est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Szymon et qui a le malheur en Pologne à cette époque-là d'être juif, et donc ça ne se fait pas de se marier avec ce thème-là pour la famille de Brony, donc, mais elle est amoureuse de lui. Alors elle va se marier avec un autre, elle va avoir des enfants, et un jour, elle va, alors que son mari est parti en France pour travailler, pour gagner, comme beaucoup de Polonais sont venus travailler dans les mines, les usines, etc. Elle va reprendre sa liaison avec son amour, et elle va tomber enceinte, elle va avoir une petite fille. Simplement, quand son mari revient, c'est impossible qu'elle garde cet enfant. Elle a d'autres enfants avec son mari, donc elle va sacrifier en fait sa petite fille, en demandant à sa sœur, Elena, de elle-même se sacrifier, de partir avec le bébé pour aller en France, pour l'élever, pour lui donner une chance, la chance qu'elle ne pourrait pas avoir en Pologne si on la plaçait dans un orphelinat. D'ailleurs, c'est absolument hors de question pour la grand-mère et enfin la mère et les deux filles, les jumelles et leur maman, c'est impossible. Donc Elena va partir avec sa nièce sous le manteau, va traverser l'Europe pour aller en France, et donc là elle va trouver du travail, s'établir, élever sa nièce qui va être sa fille, tout en lui parlant du fait que c'est quand même que sa tante, etc. Mais il y a les non-dits, c'est-à-dire qu'elle va tirer un trait, tout en ayant une liaison avec la Pologne, elle va commencer à tirer des traits sur certaines choses, elle va inventer des bobards pas possibles pour faire en sorte que cette petite fille ne cherche pas. Voilà. Et bien sûr, ça va se répéter sur des générations, malgré le fait que le destin ou le hasard fait que les descendants vont être liés à des gens en Pologne. Voilà. Et nous, on va suivre tout ce cheminement jusqu'au moment où Thomas, le hasard ou le destin, le met en relation avec quelqu'un qui descend de la branche de Brony. Voilà, lui il descend d'Elena et la personne descend de Brony, ils ne le savent pas, mais voilà, ils se connectent, comme quoi le destin et le hasard fait que ça arrive. Alors c'est un livre qui parle de gémellité, qui parle de temporalité, qui parle d'héritage, qui parle de non-dits, de secrets, de mensonges dans les familles, des choses qui ont été faites volontairement et pas de façon méchante, des deux côtés des sœurs, pour protéger les descendants, pour essayer de ne pas leur donner le poids des regrets, des remords, des décisions, ne pas leur donner ce poids-là, de les faire repartir à zéro, mais qui vont peser encore plus sur les descendants quand ils vont s'apercevoir qu'on leur a menti et que leur base, qu'ils sont assis sur de l'argile, quoi, quelque chose qui bouge. Et franchement, c'est ça qui est vraiment bien dosé dans ce roman-là, c'est véritablement les limites des secrets de famille, jusqu'à quel point il faut que vous creusiez dans votre arbre généalogique pour aller déterrer des trucs qui peuvent peut-être vous impacter lourdement et impacter votre descendance à vous, alors que quelle était l'importance de savoir ça, voilà. Donc c'est vraiment il y a une très jolie plume, Marjorie Atixet a vraiment une belle plume,
C'est agréable, c'est fluide, ça alterne la Pologne, la France, maintenant, avant, au milieu, etc. Euh, oui, vous sentez venir le mai? Ah bah oui. Le seul problème, c'est que j'ai pas ressenti d'émotion. J'ai pas ressenti de souffle romanesque. Même par exemple quand Brony et son amour de jeunesse, etc. J'avais pas d'émotion. Quand même quand ils se revoient et qu'elle lui annonce qu'elle peut pas garder leur enfant, etc. J'ai, il y a- j'ai trouvé qu'à ces moments-là où il fallait que l'émotion en fait pas submerge le lecteur, mais en tous les cas l'atteigne, je trouvais que c'était trop froid. Un peu comme la Pologne. En fait, je veux dire, pas, la Pologne n'est pas froide, c'est pas ce que je veux dire, mais le climat, pays blanc. Le climat, voilà. Ou quand il y avait de l'épique, c'est-à-dire quand Elena s'en va avec le bébé, elle traverse, alors on rappelle que c'est les années fin 20, début 30, hein, voilà, on n'est pas avec le TGV non plus. Hein. Voilà, une femme seule, avec un enfant, qui ne parle pas la langue des pays qu'elle traverse, qu'elle ne connaît pas, qu'elle débarque en France un peu comme un cheveu sur la soupe, vous avez l'impression qu'elle y est arrivée en 2 secondes chrono, qu'il s'est absolument rien passé, qu'elle est allée les doigts dans le nez, qu'elle arrive, qu'elle croise comme par hasard quelqu'un qu'elle connaît vers chez elle. Et puis elle se rend à Paris, elle trouve du travail dans une maison très bourgeoise où le mec travaille à la bibliothèque qui rassemble les archives de la littérature polonaise. Elle rentre dans cette famille un peu comme si c'était, elle était adoptée, la petite grandit comme si c'était la reine du bal. Et tout ça euh, sans, sans émotion. Voilà. Même les sacrifices que font Elena et Brony, les deux, y compris la maman aussi, la grand-mère, mais les 2 sœurs, il me manque ça. Il m'a manqué le souffle épique, romanesque, et l'émotion. Des endroits où il devait y avoir des émotions, je les ai pas ressenties. J'aurais dû à un moment donné avoir le cœur qui se serre pour 2-3 choses, et je suis restée hors du texte. Voilà. Sinon, c'est un très bon roman. Voilà. Alors c'est moi, hein, je pense que si vous le lisez, vous allez peut-être trouver quelque chose. Peut-être que moi j'avais placé, je place toujours un peu la barre haute pour certaines choses. Et ça, moi, s'il n'y a pas de souffle épique, ça passe pas, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce que moi je suis sûre que c'est un truc incroyable. Mais c'est vraiment un très très beau texte, vraiment, c'est un bon roman, donc vraiment je vous dis, allez-y, hein, le pays blanc de Marjorie Tixier, mais moi il m'a manqué l'émotion, il m'a manqué ce côté romanesque, épique, voilà, mais très bonne lecture. Non mais le paradoxe, hein, je vous dis, moi je suis un paradoxe sur pattes, hein. Voilà, attention, dernier, alors ça aurait pu être un coup de cœur d'ailleurs s'il n'y avait pas eu ce petit manque. Celui-ci, il va être à part dans mon top de l'année. Il ne sera pas dans le top 10, mais il va être à part. Mais il sera quelque part. Ça s'appelle Un jardin pour royaume de Gwenaël Robert. Bon, vous savez que j'aime beaucoup l'écriture de Gwenaël Robert. Je lis tous ses romans, donc vous en avez déjà vu passer depuis le temps. C'est un roman, en fait. Il y a 2 possibilités. Alors peut-être que je me trompe et que Gwenaël Robert va me taper. Mais désolée. Mais je pense il y aura 2 sortes de lecteurs. Il y aura les lecteurs qui ont eu un jardin pour royaume, et je vais vous expliquer, et qui vont plonger dans ce livre-là et vont être touchés, remués, etc. Et les autres qui n'ont pas eu un jardin pour royaume et qui vont trouver de la poésie et de la beauté dans ce texte-là, mais qui vont rester en marge. Voilà, qui vont dire « Ah, c'est un très joli roman, mais voilà, sans plus pour eux. » Moi, j'ai trouvé que c'était un roman... en fait, j'ai eu un jardin pour royaume. J'en ai encore un, j'ai la chance. Parce que dès que j'ai ouvert le livre et que j'ai suivi la narratrice, je sais ce qu'elle ressentait. Voilà. Je sais ce que c'est de vivre à la campagne, dans un endroit qui est encore préservé
de la folie de béton des centres commerciaux, du monde, du machin, etc. Mais qui est quand même moderne, qui vit moderne. Enfin, on n'est pas chez Cro-Magnon, hein, en Dordogne non plus. Hein. Enfin, il y a de Lascaux, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bonhomme dans Lascaux. Hein. Voilà. Mais qui a encore que ce côté un peu hors du temps, où on prend le temps de parler avec ses voisins. On prend le temps d'aller se promener, on prend le temps de faire les choses, même si on a une vie trépidante dans le travail à côté, mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire on rentre, autour de nous, il y a des prés, des arbres, des animaux, on entend le coq tous les matins, et on est heureux d'entendre le coq tous les matins. Moi j'ai les cloches encore qui sonnent, l'Angélus à 7h, midi et 19h, hein, et toutes les heures, et les demi-heures. Voilà, mais et quand elles sonnent les heures, c'est 12 coups, hein, c'est pas un seul coup. Voilà. Donc c'est ce côté hors du temps de royaume. Et moi j'ai la chance d'avoir eu cette enfance-là et de perdurer encore maintenant dans mon royaume, on va dire. Voilà. C'est pas un royaume, hein, c'est un truc tout petit. Hein. Voilà, mais c'est mon royaume. Voilà, je suis, quand j'arrive là-bas, je le dis toujours, quand j'arrive dans ma maison de famille, que je marche dans mon jardin, je suis à la fois l'adulte, mais je suis à la fois la gamine de 3 ans qui courait partout, parce que le moindre tiroir, il y a un truc qui me rappelle quand j'étais petite, parce qu'il y a des photos de famille au mur, parce qu'il va y avoir un objet qui me rappelle quelqu'un. C'est mon royaume, si vous voyez. Donc en fait, là, la narratrice, elle a élevé ses enfants. Ils sont partis du nid et elle décide de reprendre sa thèse. Enfin, grosse excuse. Hein. En fait, pour revenir sur son village d'enfance. Et notamment, elle va prendre une chambre dans le château d'Ermenonville, qui est une des dernières résidences de Rousseau. Rousseau, que la narratrice n'apprécie pas tant que ça, même au combat. À part Émile et les confessions, le reste, je me suis fait royalement. Voilà, donc... mais je me suis ennuyée quand même, hein, beaucoup. Et en fait, elle va explorer ce jardin où Rousseau était heureux dans la nature, où il prêchait un retour à l'éducation nature, etc. Et on va alterner, en fait, entre les évocations de la narratrice qui redécouvre cette campagne et qui va nous expliquer sa vie. En fait, elle a grandi dans cette campagne-là, dans ce village-là, pendant les années Mitterrand. En fait, elle le dit, c'est vraiment entre 81 et 95. Et en fait, elle explique que autour d'eux, c'est comme si c'était un peu le village retranché. Hein. C'est-à-dire qu'autour d'eux, il y avait Disney qui se montait, Astérix qui se montait, des centres commerciaux, la ligne TGV, etc. Et eux, ils étaient au milieu, un peu, vous voyez, le voyage Astérix contre Baba au Rhum et tous les clics là. Mais ils étaient heureux, voilà, parce qu'ils avaient une vie simple. Ses parents étaient des gens éduqués qui prônaient la littérature, qui prônaient l'art, qui rêvaient d'un beau jardin, qui rêvaient d'une vie simple. Mais pas éloignée non plus de la modernité, mais d'une vie tranquille, sans l'obsession de la course, sans l'obsession, pardon, du béton, etc. Et en fait, la question primordiale de ce roman, c'est quel est le point où vous basculez de l'enfance à l'adulte? Quand est-ce que vous vous rendez compte que vous avez passé le cap et que vous n'êtes plus l'enfant, alors ni de quelqu'un, ni en tant qu'un propre individu, mais que vous êtes devenu une adulte et que vous avez en gros plus aucune possibilité de revenir. Alors perso, je vous le dis tout de suite, il faut jamais oublier que vous êtes un enfant à la base. Voilà, moi j'ai la chance avec mon petit royaume, c'est que j'ai gardé ma part d'enfance. Elle est là, donc je refuse de la louper.
Je refuse de me plier au fait que je suis adulte, et je suis une adulte responsable, hein, à 90% du temps, mais il y a 10% où je me donne le droit d'être encore l'enfant que j'étais avant, de m'émerveiller devant tout à l'heure, il tombait des gouttes, avec un rayon de soleil qui tombait sur un arbre et tout, je me suis arrêtée, je regardais la pluie qui tombait et le rayon de soleil qui éclairait l'arbre, voilà. Les gens ont dû se demander si j'étais pas débile, hein. Mais j'étais là, je regardais, je souriais aux anges, ou je sais pas, à l'ange qui était peut-être posé sur la table, enfin sur la branche, j'en sais rien. Mais ça, c'est un truc d'enfant, c'est-à-dire que de s'émerveiller des petites choses que vous, en tant qu'adulte, vous regardez même pas. Bah ça, moi, je suis heureuse d'avoir ça. Et je refuse de louper ça. Voilà. Et alors, c'est un très beau texte de Gwenaëlle Robert qui, bah, justement, revient sur cette part d'enfance. C'est le fait qu'à un moment donné, vous grandissez et que bah, soit vous oubliez que vous avez été un enfant, soit vous gardez votre âme d'enfant. En plus, comment vous dire, comment puis-je ne pas aimer un roman où, à un moment donné, elle cite le grand Maulne et le fait qu'il se déguisait comme lors de la noce. Les enfants se déguisent pour la noce. Ceux qui ont lu Grand Mold comprendront. Voilà, donc... oui, non, mais... Vous voyez ce que je veux dire. C'est un très très beau texte. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est à part, parce que c'est assez... C'est touchant. Il y a un très joli passage avec Marie-Antoinette à un moment donné. Et je trouve vraiment c'est un livre très touchant. Voilà. Qui parle de ces années 80, en fait de cette génération, la mienne, oui, la génération X qui a vu passer l'ancien temps et la modernité arriver, et la nouvelle modernité, et qui a, je pense qu'on a un côté Casimir hein, dans notre génération, il n'y a pas à tortiller, et tant mieux parce que les autres qui arrivent après nous, c'est des brels, ils savent pas vivre en dehors de leur écran, et ceux d'avant, ils en ont plus rien carré, ils se cassent. Donc voilà, non mais sérieux, nous on est la pilier, comme je dis souvent, la génération X, on porte tout, c'est-à-dire qu'on porte les vieux, qui en fait, en gros, vont droit à l'EHPAD. On porte nos enfants qui en ont déjà ras-le-bol dès l'heure d'enfants. Et alors la génération d'après, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais si c'est nous qui devons... parce qu'ils sont pas prêts de nous payer notre retraite, c'est branleur. Hein. Donc, on n'est pas torpille. On est la bonne génération parce qu'on a tout bon bien vécu, mais alors on va la payer, je crois. Voilà. Donc franchement, c'est un très très beau livre, mais je vous dis, il sera à part. Parce qu'il ne peut pas être rentré dans un top, mais il sera hors compétition. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, enfin, vous savez, ce livre-là cite un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années, en plus pratiquement en ouverture du roman. C'est un film polonais en noir et blanc qui s'appelle Cold War. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une des plus belles histoires que j'ai jamais vues au cinéma. Vraiment, c'est un truc, mais il m'a arraché le cœur, ce conte de film. Voilà, donc Cold War. Oui, guerre froide, si vous voulez. Enfin, mais c'est en polonais, hein, c'est une pure merveille, ce film-là. Voilà, donc ça, c'était les bouquins. Alors, je vais vous montrer le recueil de poèmes que je n'avais pas prévu de lire, mais qui a été publié entre-temps. Alors, je l'ai lu en entier, mais je vous en parlerai sûrement le mois prochain, ou peut-être lors du live, qui va être fait d'ici quelques temps, jours, peut-être, je sais pas. J'ai prévu le 31 octobre, c'est-à-dire que théoriquement demain. Voilà, alors si vous voyez cette vidéo, pointez-vous à 20 h, vous verrez si j'y suis. J'ai prévu demain, pour faire un truc un peu, pas Halloween, commencez pas, je ferai pas les citrouilles sur la tête, je serai pas habillée en sorcière, etc. Surtout qu'il y a sûrement des gamins qui vont sonner toutes les 5 minutes. Mais non, j'ai prévu un truc un peu plus, pas festif, mais plus sympa. Alors peut-être que j'en parlerai au 31, je sais pas, je verrai. Ou alors j'en parlerai à la fin du mois de novembre, parce que j'ai décidé de le relire, de relire certains poèmes plus particulièrement, j'ai mis une note à l'intérieur avec le nom. Non, j'ai pas écrit sur le livre, j'ai mis un post-it avec le... Voilà. Donc je le montre. Oui, je l'ai acheté. C'est normal. On soutient les auteurs, je rappelle. Pensée d'octobre, donc recueil de poèmes de Mademoiselle Perceline Perriot. Alors attention,
Mademoiselle, non, elle est mariée. On dit madame maintenant. Ah bah écoutez-moi, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je vous la montre parce que vous la connaissez toutes, évidemment, sous la chaîne Barocco Lecture et Podcast et aussi sur Twitch, sur Barocco underscore, enfin, tiré du dessous, Culture, où elle fait des lectures communes et des lives sur ces lectures communes. Actuellement, là, on va finir la lecture commune sur les hauts de Hurtebise ou Hurlevent / Hurlevent. Voilà, donc c'est un très joli petit recueil de poèmes, très mignonné. Non, mais mignonné dans le sens, comment c'est pas... non, c'est très bien écrit. Oh là. Voilà, mais je veux dire, voyez, bon, c'est l'univers de Perceline, hein, on est bien d'accord. Il y a des poèmes qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est pour ça que je veux les relire, parce qu'il y a des choses qui demandent à être... relu. Voilà. Donc je vous montre. C'est chez BOD. Je crois que c'est distribué aussi sur Amazon. Donc allez-y. Voilà. Donc je vous en parlerai plus tard. Mais je voulais quand même le signaler puisque je l'ai acheté en octobre. Voilà. Donc tout ça. Lisa, elle a lu tout ça. Eh bien. Avec le coup de cœur du mois. Voire de l'année. Ah ben là, il sera dans le top 3 celui-là. Ça c'est sûr et certain. Moi je vous le dis. Il y a de fortes chances. Et l'autre, parce que... Voilà. Donc ça, c'était tous les livres que j'ai lus en octobre. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie. Dites-moi dans les commentaires si il y a des bouquins que vous avez déjà lus, sûrement, n'en parlons même pas. S'il y en a certains qui vous intriguent, d'autres qui vous dites non, ça tu m'as pas du tout donné envie de le lire. Celui-là, oui, voilà. Pourquoi? Dites-moi pourquoi je vous ai donné envie de lire tel livre que l'autre. Et si vous lisez un de ces livres-là, je serais très intéressée de savoir, par exemple, si une d'entre vous... Oui, parce qu'il n'y a pratiquement que des filles chez nous. Oui, oh bah, écoutez, ça va parler de beauté, les garçons ne viennent pas. Et de ménopause non plus, on est bien d'accord. Ça les intéresse pas, ça. Ils comprennent rien. Bon, bref, enfin, ils essayent, mais ils ont du mal. Si quelqu'un lit Le Juif Rouge, a lu Le Juif Rouge, alors Miss Pompon, je sais que tu l'as lu. Donc tu peux dire dans le commentaire pourquoi tu l'aimes pas. Enfin, que tu l'aimes bien, mais pas. C'est pas un coup de cœur. Sinon, si les autres le lisent, grâce à moi, ou parce qu'ils l'ont vu ailleurs mais ils sont en train de le lire ou qu'ils vont le lire, je serais très intéressée de savoir ce que vous aimez ou pas. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous dis, je vais aller me ravitailler de ma tasse et je vais enregistrer la deuxième vidéo qui arrivera mi-novembre, je pense, je crois. Donc je serai encore en t-shirt avec mon Ghostbuster. Prochaine vidéo, bah forcément c'est la pile à lire du Black November. J'ai un peu trichouillé. Non, j'ai pas trichouillé. Je n'ai suivi que 3 consignes sur les 5 because j'avais déjà mes livres, que j'avais déjà repéré mes livres. Je les avais déjà récupérés en livre de poche et que en fait j'avais pas trop envie de changer mes prévisions. Mais il se trouvait que 3 des consignes, ça rentrait, donc je l'ai fait. Vous savez que le principe de Black November, c'est un peu la trichouille, hein, voilà. Ah bah là, j'ai pas poussé les murs, mais j'étais à ça, hein. Voilà, donc et après sûrement la thématique. Thématique vraisemblablement qui est la terreur. Voilà, oui, la Révolution française. Qui m'a posé la question sur la seule période d'histoire où je patauge? Je me suis régalée à faire ça, hein, mais alors ça m'a pris 2 fois plus de temps que d'habitude. Ah bah vous savez quand... et au final... je sais pas si je vais continuer à lire sur la Révolution française, ça m'a un peu... Bon bref. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, commentaires, bisous, like, enfin ce que vous voulez. Et puis on se donne rendez-vous, prochaine vidéo. Sûrement dimanche, hein, parce que... Oui, dimanche, parce que c'est le Black November a déjà commencé. Enfin, il commence demain. Enfin, après-demain, le 1er novembre, donc je pense que je vais la sortir dimanche, parce que sinon, voilà, donc il y aura la thématique le 6, et la vidéo que je vais tourner, qui n'était pas du tout prévue, sera la semaine d'après. Voilà. D'ici là, bisous, bientôt, au revoir, bonne journée. Et désolé pour l'intervention de Hux, mais vous voyez, il s'est mis dans son cadran quasi domi, maintenant il est calme. Boulet ce truc.